pour faire ces fameuses lois, pour pouvoir établir ces fameuses lois que nous connaissons. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand vous refaites vous-même le calcul, vous allez vous apercevoir que son calcul est faux. Alors vous allez dire que ce n'est pas un personnage comme ça qui est capable de ne pas faire la somme de 15, 20 ou 30 observations et de faire une moyenne convenable. Mais si, mais ce n'est pas une erreur. C'est qu'on s'est rendu compte, mais qu'il ne disait pas, qu'il avait quand même considéré que certaines données étaient meilleures que d'autres. Donc il les a pondérées. Celles qui étaient pour lui sérieuses, il leur donnait un point important, et celles qui n'étaient pas sérieuses, on la laissait gentiment. Ce qui prouve bien qu'il n'avait vraiment pas confiance dans cette moyenne. Il l'a utilisé, certes, pour faire plaisir, parce qu'on lui a demandé. Nous sommes au XVIe siècle. Nous sommes très loin de tout ce qui se passe. Et au XVIIe, on va retrouver les mêmes hésitations. Le mathématicien Jenny Brown, il va reprendre la technique de Hipparque. Il va reprendre l'étendue, le milieu de l'étendue, pour essayer de donner une grande synthèse. Robert Boyle, qui est connu par cette fameuse loi de Boyle-Mariotte que vous avez peut-être rencontrée dans les cours de physique et de chimie, eh bien lui, il revenait à il faut une seule observation. Surtout pas en multiplier, une seule, la bonne, et c'est tout. Nous sommes au XVIIe siècle. Vous vous rendez compte que nous n'étions nulle part à ce moment-là. Et donc forcément, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'avoir des gens qui vont oser et qui vont se lancer dans des nouvelles manières eh bien, de justifier l'éventuel moyen arithmétique. Il y a deux personnes au XVIIIe qui vont donner un coup de pouce à cette moyenne, plutôt à cette future gloire de la moyenne. Il y a Vauban, que vous connaissez tous. Alors vous le connaissez bien sûr par la qualité de l'architecte qui permet de construire des forteresses de très grande qualité esthétique et militaire, mais il a aussi proposé à la fin de sa vie d'utiliser des moyennes. Il s'était fort intéressé à la dîme royale, c'est cette taxe, une de plus, qui permettait de renflouer un petit peu l'argent du roi. Eh bien, il s'est dit, je vais essayer de faire un certain nombre d'observations, et quand j'aurai fait mes observations, eh bien, j'aurai à ce moment-là la possibilité de trouver le chiffre que je dois donner pour définir cette fameuse taxe. Et ce qu'il a proposé, c'est tout simplement d'utiliser une moyenne, qu'il a appelée moyenne proportionnelle, en définissant ce qu'il appelait moyenne. Il disait moyenne, c'est ce qui est entre deux extrémités. On retrouve exactement Hipparque. Et il ajoute proportionnelle, c'est en rapport avec d'autres quantités de même genre. Il s'agissait là de mesurer la surface de régions en France. Et donc il a utilisé la moyenne proportionnelle pour avoir une possibilité de donner une mesure de surface basée sur des observations, mais des observations qui étaient toutes de même genre, c'est-à-dire qui se portaient sur le même type de variable, des surfaces déterminées. Et lorsqu'on se portait sur des données qui n'étaient pas de même genre, et il l'a fait pour les rendements agricoles par exemple, il y avait des entités différentes, eh bien il parlait de valeurs communes. Et donc il a, de manière tout à fait intelligente, dit si on fait une moyenne, il faut distinguer si la moyenne porte sur des observations d'un même type de variable, ou si on est en train de mélanger des informations qui sont de nature différente. Prenons un langage différent. Là, il est en fait, pardon, c'est moi qui accélère. 18, presque. Voilà. Et dans ce contexte-là, il a posé la différence, l'une des différences essentielles qu'on va trouver au XIXe siècle. Et vous avez Roger Coates. Coates est aussi connu. Ceux qui ont fait l'analyse numérique, vous avez la méthode de Newton-Coates. Ce Coates, il s'est dit, ben, je vais représenter chaque observation par un objet. Je vais mettre mes objets sur une planche en fonction de sa valeur, et puis je vais chercher un point où la planche va être bien horizontale. C'est la recherche du centre de gravité en physique.
Il a donc fait une présentation physique de ces notions de moyenne arithmétique. La solution, elle est venue d'où? Eh bien, la solution, elle est venue d'un concept qui est apparu à ce moment-là, qui est la notion d'erreur. On s'est rendu compte que si on veut vraiment maîtriser les observations, il fallait nécessairement être capable de maîtriser les erreurs d'observation. Et celui qui a été le premier à proposer un comportement rationnel des erreurs, vous l'avez là, c'est Galileo Galilei. C'est Galilée qui, dans son dialogue sur les systèmes du monde, 1632, a proposé un certain nombre de manières de définir ce qu'on appelait une erreur. Et je vous dicte, avec les termes modernes, la manière dont il a défini l'erreur d'observation. 5 points. 1. Il n'y a qu'un seul nombre qui donne la distance d'une étoile au centre de la Terre. La vraie distance. On sait qu'il y a une distance et une seule. 2. Toutes les observations sont entachées d'erreurs, dues à l'observateur, aux instruments et aux autres conditions d'observation. Troisièmement, les observations sont distribuées symétriquement autour de la vraie valeur. C'est-à-dire que les erreurs sont distribuées symétriquement autour de 0. Quatrièmement, les petites erreurs se produisent plus souvent que les grandes erreurs. Et cinquièmement, la distance calculée est fonction des observations angulaires directes, de telle façon que de petits ajustements des observations peuvent se traduire en un grand ajustement de la distance. On a toute la base de la théorie moderne des erreurs qui est contenue dans ce document. Alors bien sûr, c'est pas ça qui a été lu par les autorités pontificales et qui ont valu la sentence qui a été versée à son égard. Mais pour les statisticiens, on se rend compte que quand on regarde Galilée, pour lui, cette fameuse distance petit x, qui résultait de son analyse, consistait à rechercher un problème d'ordre mathématique, celui de minimiser une fonction qui est la somme des valeurs absolues des écarts entre cette distance qu'on ne connaît pas et ces observations que l'on a réalisées. Est-ce que x est une moyenne? La réponse va être donnée 120 ans plus tard. Non. La valeur de x qui minimise cette fonction n'est pas une moyenne. Ce sera un autre concept qu'on appelle la médiane. Et la médiane sera la solution du premier problème de Galilée que vous avez ici. La médiane, je vous rappelle, on la note souvent en x1,5 pour l'instant, c'est la valeur qui, dans la série ordonnée, est telle que le nombre d'observations inférieur ou égal à cette médiane est égal au nombre d'observations supérieur ou égal à cette médiane. On va oublier les travaux de Galilée et on ne va pas essayer de résoudre ce problème d'ordre mathématique. Par contre, on va commencer à parler de manière intense de la moyenne. Et c'est un mathématicien, comme tous les autres d'ailleurs, ce sont tous des mathématiciens, qui s'appelle Thomas Simpson et qui va proposer de donner à la moyenne un statut en reprenant certaines des hypothèses de Galilée, mais en la mettant sous une forme qui est mathématique. C'est un grand mathématicien, Thomas Simpson. Il a écrit à peu près une quinzaine d'ouvrages très importants à l'époque, et il était considéré comme un personnage très, très grand. Et en 1756, il a publié une lettre à un personnage important, le président de la Royal Society, sur l'avantage de prendre la moyenne d'un nombre d'observations en astronomie pratique. 1756. C'est vraiment le premier moment où on voit une justification basée sur la notion d'erreur de l'usage de la moyenne. Et il va proposer ça en reprenant les hypothèses, certaines des hypothèses de Galilée, notamment cette fameuse
hypothèse de symétrie des erreurs autour de 0. Il va commencer par imaginer que les erreurs sont des nombres entiers. Moins 1, plus 1, moins 2, plus 2, moins 3, plus 3. Puis il va se rendre compte que prendre des nombres entiers, c'est peut-être pas l'idéal parce que ça dépend de l'unité que vous allez utiliser. Et donc il propose à ce moment-là de prendre une distribution, ce qu'on appelle une distribution uniforme, symétrique, par rapport à 0. Et puis il se rend compte aussi que ce n'est pas très intelligent, parce que la fameuse conjoncture de Galilée qui dit que les petites erreurs ont plus de chances d'arriver que les grandes, ça ne marche pas avec ceci. Et donc, il a proposé une distribution triangulaire, où là on voit effectivement que c'est 0, l'erreur nulle, qui est la plus probable, et que plus vous allez vous éloigner, plus vous aurez une probabilité faible de commettre cette fameuse erreur. Le problème, c'est que c'est quelque chose où le domaine de variation de ces erreurs a une limité. Et on va donc tout au long de ce siècle essayer de partir, de sortir de cette situation un petit peu embêtante. 1756, c'est vraiment une date importante. Et en 1757, un an plus tard, une autre date importante, qui est réalisée par un personnage qui est né un an plus tard que l'année de naissance de Simpson. C'est au même âge qu'ils ont trouvé les justifications des deux grands outils que nous avons actuellement, la moyenne et la médiane. C'est un mathématicien nouveau, qui était dans les ordres, conseiller du pape Benoît XIV, et qui a proposé de privilégier la médiane pour rechercher un milieu. Et ce qui est merveilleux dans ce siècle, c'est que quand vous regardez les écrits, comme l'écrit de Joseph Louis Comte de Lagrange, en 1776, qui a écrit un article sur l'utilité de la méthode de prendre le milieu entre les résultats de plusieurs observations, il n'utilisait pas le terme de médiane ou de moyenne, on parlait de milieu. L'objectif était très clair, il fallait rechercher un milieu. On a perdu cette habitude. On devrait absolument, quand on a un cours, dire nous allons chercher le milieu, pas rechercher la moyenne, même si la moyenne est une des possibilités qui vous est offerte. Et de là, on a commencé à améliorer la situation. Celle de la moyenne, celle de la médiane. Non, pas celle de la médiane. La médiane, il faudra à nouveau attendre une centaine d'années pour se rendre compte que c'est intéressant. On a dû attendre 120 ans après la proposition de Galilée. On va encore attendre plus de 100 ans pour que la médiane commence à avoir un droit de pignon sur rue dans le domaine de la recherche du milieu. C'est la moyenne qui va l'emporter. Pourtant, on avait tous les outils. Il y avait une distribution des erreurs qui avait été proposée par Laplace, le grand Laplace. Et puis, il y avait le chapeau de gendarme, que vous connaissez tous, qui a été proposé, bien sûr, aussi par Laplace, mais surtout par Gauss. Et Gauss, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement repris les principes qui étaient les principes précédents, mais en les présentant différemment. Alors, le milieu a énormément de succès. Le milieu, c'est devenu un paramètre à la mode. Je passe sur cette présentation de Bernoulli, mais le milieu est devenu quelque chose que tout le monde devait rechercher. Nous sommes toujours dans le domaine de l'astronomie, parce que c'est le domaine qui est privilégié dans toute l'analyse, purement de caractéristiques des astronomes. Et comme il avait besoin d'un ajustement de l'orbite à partir d'une série d'observations, il avait besoin d'un critère d'ajustement. Quelle est l'orbite qui passe le plus près possible de tous ces points que j'ai observés? Et il a utilisé le critère des moindres carrés, qui avait déjà été proposé par Legendre, en se basant sur 3 hypothèses. Les petites erreurs sont les plus vraisemblables, on retrouve Galilée. La vraisemblance d'une erreur epsilon est égale à celle de moins epsilon, on retrouve la symétrie. Et en présence de plusieurs mesures d'une même quantité, la valeur la plus vraisemblable est la moyenne arithmétique. Et sur base de ça, il a construit un empire.
Il a construit l'empire de la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique est devenue véritablement la reine du milieu, si j'ose dire. Et il l'a fait en utilisant un triptyque que j'ai l'habitude d'appeler le triptyque infernal, qui consiste à dire que si vous supposez que vous avez une loi des erreurs d'observation, qui est cette fameuse loi qu'on appellera normale à la fin du siècle suivant. On l'appelait la loi des erreurs d'observation, naturellement. Si vous utilisez le critère de moins de carré pour ajuster des points par une courbe, une droite en particulier, alors le meilleur milieu possible, c'est la moyenne. Si vous utilisez la moyenne et si vous utilisez moins de carré, forcément, la loi des erreurs, c'est celle-là. Et si vous avez deux éléments, ben, vous aurez le troisième. Vous allez ainsi bloquer pendant plus de 100 ans toute l'histoire de la statistique. Et on ne parlera plus que de moyenne. D'abord dans le domaine de l'astronomie, mais aussi dans les autres domaines plus pratiques. Le perdant du moment, ben, c'est la place. Avec sa fameuse loi qui est du double exponentiel, avec le critère qui était celui de Galilée, de minimiser la somme de valeurs absolues des erreurs, et avec la médiane qui avait été si bien proposée par notre prêtre croate, eh bien il avait un deuxième trio tout à fait intéressant, mais qui malheureusement avait perdu la partie. Et quand on perd la partie, on retourne dans le vestiaire et on attend gentiment qu'un nouveau match soit organisé. Et ce match, il va être organisé au XIXe siècle.